Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne de 90 km/h pour la suite de notre vidéo sur les premiers camions que vous retrouverez dans le petit i en haut de votre écran. On aborde la suite chronologique de la vidéo avec les réactions et les utilisations des camions, mais surtout l'impact de la guerre sur le secteur. Les premiers camions, ils étaient en réalité rares sur nos routes, les voitures à cheval, elles restaient majoritaires. Les camions, ils ont été une révolution et comme pour toute révolution, le choc et le refus laissent finalement place à l'acceptation et l'utilisation. Ce sont les industriels et les chefs d'entreprise qui croient fort au projet et ça se comprend parce que les véhicules, ils vont leur permettre d'augmenter en efficacité. Beaucoup de secteurs sont concernés, les mines, puisqu'avec la révolution industrielle, les besoins en charbon ont augmenté de manière exponentielle. Le domaine de la construction et du génie civil, parce qu'avec l'évolution du monde du transport et des besoins de se déplacer, il faut construire ne serait-ce que des routes. Le temps des chemins cabossés, il est terminé. Bien qu'en campagne, certaines routes mériteraient la même attention qu'à l'époque. L'agriculture, elle va également se développer. Il sera ainsi possible de livrer et de consommer des produits moins locaux, chaque région de France ayant ses spécialités. Et c'est des denrées périssables, l'essor des véhicules motorisés, il offre la possibilité de varier nos étals. Toujours dans le domaine de la nourriture, les camions permettent l'approvisionnement des villes avec d'autres aliments produits dans les zones rurales, tels que la viande, parce que les élevages ne peuvent pas se faire entre deux immeubles. Dans nos besoins primaires, on retrouve également les vêtements. Les camions y permettent le transport de matières premières pour un secteur en pleine expansion. Et puis, le premier concours de poids lourds est organisé par l'Automobile Club de France en 1897. De base, ils s'intéressent aux voitures, mais ils avaient déjà bien compris que le camion il allait être utile. Le but du concours, c'est de tester en conditions réelles les véhicules pour voir si ça tient la route et voir comment ils réagissent. L'armée, elle était également très présente parce que la motorisation de leurs véhicules, elle est primordiale. Malheureusement, les modèles présentés cette année-là ne semblent pas répondre à toutes leurs exigences. Mais l'optique du concours, elle donnait quand même envie de faire mieux pour les éditions suivantes. Je vous parlais de l'armée. Justement, ils organisent leur propre concours en 1906. Et donc le 19 novembre, ce sont 19 camions qui sont sur la ligne de départ à Marseille, le but étant d'atteindre les Tuileries. Ils sont 12 à rejoindre la capitale 3 semaines plus tard. Un commentateur avait écrit dans la revue La vie au grand air, attendez, je chausse mes lunettes, c'est là, à la page 852. C'est à la suite des grandes manœuvres de Langres où les camions automobiles mis à la disposition des autorités militaires par plusieurs constructeurs pour le ravitaillement des troupes, particulièrement en eau potable, rendirent de signaler service que le ministre de la Guerre, sur le rapport éloquent qui lui fut transmis, demande à l'ACF de se charger de l'organisation d'une épreuve de véhicules de poids lourds susceptibles d'être utilisés au service de l'armée. Ces véhicules, dont le poids varie de 2 à 8 tonnes, ont à couvrir chaque jour une centaine de kilomètres à une vitesse moyenne de 8 km à l'heure. Et ils en ont parlé dans plusieurs éditions, dans plusieurs numéros de La vie au grand air. Les concours y permettent d'innover, certains se spécialisent et ne fabriquent qu'un seul modèle ou avec des normes notamment militaires. Ce qui provoque la construction de l'usine de Sochaux par Peugeot en 1912, dédiée aux utilitaires, l'extension d'une usine Berliet, etc. Quelqu'un de bien connu a participé au concours, Marius Berliet, qui a donné son nom à ces véhicules. Marius, il est né en 1866 à Lyon dans une famille catholique traditionnaliste et il terminera sa vie en 1949 à Cannes. C'est lui l'aîné de sa fratrie de 7 enfants. Son père, il avait mis au point avec Jacques Belay un métier à tisser pour les coiffes de chapeau. Ils étaient donc Bernier et Belay. Mais son truc à lui, à Marius, c'est la mécanique. Et quand il travaillait pour son père, il a mis au point une machine qui enroulait et qui découpait le ruban, ce qui permettait un gain de temps et donc d'argent. Pour continuer sur sa lancée, il suit des cours du soir à la Société d'enseignement professionnel du Rhône pour la mécanique, mais aussi l'anglais. Il construit son premier moteur en 1894 et son premier camion en 1895. Il part tester son engin, forcément, sauf qu'il a un accident et il va même se faire engueuler par son père qui lui dit « la prochaine fois, t'as qu'à plonger dans le Rhône directement ». Heureusement, ses cousins et sa mère croient en lui, elle lui avance même une partie d'héritage pour qu'il puisse mettre au point le numéro 2, c'est le nom, mais on n'est pas tous très viciques, hein. Il se développe très vite et en 1903, ce sont déjà 300 véhicules qui sont réputés pour être fiables, donc leur réputation dépasse la ville des Lumières. Bien que toutes ces innovations et ces succès montrent d'une part l'envie de la part des constructeurs et donc la naissance de la vision d'intérêt public des camions, le scepticisme a la peau dure. Mais pourquoi ?
On l'a vu, les industriels et l'armée, ils semblent trouver leur compte dans ces engins qui commencent à se déplacer de plus en plus vite. Les raisons, elles sont simples. Tout d'abord, l'argent. C'est le nerf de la guerre tout le temps, j'ai envie de vous dire. Parce que le coût des engins, il présente un frein non négligeable à l'époque. L'écart entre une voiture à chevaux et un véhicule motorisé, il était bien trop grand en 1803, lorsque Trevisick met au point son puffing des vols. Il ne faut pas oublier que même à la fin du 19e siècle, ça reste le début et en vrai les budgets, ils sont pas tant pour de la grosse production, mais surtout pour de la recherche et du développement. Surtout qu'ils commencent à comprendre comment ça marche et comment faire pour éviter les accidents, mais ça fait aussi partie du processus de création. Pour tous les hommes dont je vous ai parlé, le financement il a été clé. Le fardier de Cugnot, il aurait jamais vu la route sans le duc de Choiseul et le roi. Trevisick, c'est son cousin qui l'avait financé. Berlier, c'est sa mère, parce que toutes ses économies, elles étaient passées dans le premier camion. Et comme les productions, elles sont à petite échelle, les coûts sont élevés, c'est normal. Un autre aspect non négligeable, c'est la fiabilité. Encore une fois, c'est normal, toute innovation elle passe par là, mais on peut quand même comprendre leur appréhension. Avant d'avoir les véhicules sur route, on avait le train ou le transport fluvial. La route, elle est déjà tracée, le train il va sur le rail et le bateau il suit le tracé du fleuve. Facile. Je sais pas vous, mais je me baigne pas dans les fleuves. Ils étaient sûrement plus propres à l'époque, mais je les imagine mal faire un plouf. Et pareil pour une balade sur les rails, on sait que c'est pas ultra safe. Là, le camion, il est en ville ou même à la campagne, mais les piétons, ils sont partout et comme on l'a vu, les camions, ils s'écrasent dans des vitrines ou dans des maisons et comme c'est des gros bébés, on peut quand même vite mourir. C'est franchement pas le but. Et les poids lourds, c'est aussi des gros véhicules, comme leur nom l'indique, ce sont des poids lourds. Ça vous semble bête dit comme ça, mais je vous parlais des routes et justement, elles n'ont pas été construites pour permettre la circulation de tels engins. À tel point qu'un décret est mis en place en 1893, il faudra désormais une autorisation pour conduire un engin motorisé dans le département de la Seine. Ça correspond à Paris et sa banlieue. En 1893, on a eu pas mal de lois liées aux camions et à la sécurité routière qui sont passées. Si un épisode dédié à l'histoire de toutes ces réglementations vous intéresse, dites-le nous en commentaire. Et enfin, forcément, nous sommes en France, il faut bien que certains soient contre les évolutions. C'est le cas à l'époque des conducteurs de voitures à cheval. C'est un peu le conflit taxi vs VTC, mais plus d'un siècle en avance, quoi. Donc ça fait quand même quelques points de freinage pour l'évolution du camion. En revanche, l'armée, elle y croit au camion. La France, elle copie l'Allemagne, certes, mais entre 1908 et 1910, la France, elle met en place un système de subvention à l'achat et l'entretien de camions. Les objectifs sont simples, déjà rattraper le retard, parce qu'à l'époque, ça peut péter à n'importe quel moment en Europe. Et la France, elle veut aussi soutenir l'industrie française face à la concurrence allemande. On vous a parlé de Mercedes-Benz et on vous en reparle très vite. Abonnez-vous pour ne pas rater la vidéo sur l'histoire de la marque, mais il y a aussi BMW, bref, des gros concurrents réputés. En laissant tomber les véhicules à cheval, ils iront plus vite, plus loin et avec de plus gros chargements. Cela modernise le secteur, ce qui impliquera une montée économique, de la création d'emplois, etc. Et ils avaient même pensé à l'entretien pour qu'en cas de panne, ils aient juste à réparer sans devoir perdre le véhicule complet. Et ça paye, parce qu'en 1910, donc en seulement 2 ans, le nombre de véhicules à chevaux est en baisse. Ils avaient du flair quand même, vous trouvez pas? Et puis après, l'archiduc Franz Ferdinand, héritier du trône d'Autriche, se fait assassiner, donc les camions, ils vont bien les utiliser. Ça y est, nous sommes en guerre, les besoins de l'armée ont augmenté et il faut désormais déplacer des hommes et des munitions sur les champs de bataille. Les camions, ils ont trouvé leur essor à cette période. Il y a de nombreux secteurs qui sont liés à la guerre qui doivent également répondre à de nouveaux besoins. Dans le secteur minier, par exemple, les besoins de production augmentent considérablement. Les camions y jouent un rôle crucial dans leur acheminement. Si Peugeot y fabrique des voitures ou des camions, des obus, Renault, eux, y triplent leur fabrication de véhicules entre 1914 et 1917. L'industrie automobile française, elle a fourni 71,9% des plus de 120 000 châssis de tous les modèles réceptionnés par les services de guerre français. Le reste, il a été fourni par des importations américaines, italiennes et suisses. Et pour les ambulances, par exemple, elles ont été essentiellement fournies à partir de 1916 par Ford et Fiat, basées sur leur modèle T. Il faut également des véhicules capables de se déplacer jusqu'au champ de bataille. Et comme les lignes bougent, les abords sont accidentés. Plusieurs modèles se distinguent et il y a 2 familles, les camions civils qui ont été militarisés et ceux qui ont été conçus pour l'armée d'office. Le Berlier type CBA qui a été le camion le plus utilisé pour la bataille de Verdun. Le type CBA, on voit aussi que les noms ils commencent un petit peu à se rallonger. Il a commencé à être produit en 1916, il roule à 30 km/h et il consomme 30 litres au 100.
Il a une boîte de vitesse avec 4 régimes, plus la marche arrière, et il transporte 4 tonnes en théorie, parce qu'en vrai, il est chargé à mort, et il rajoutait même une remorque pour atteindre 10 tonnes de chargement. Le Renault EP, lui, en revanche, c'est un camion militaire uniquement. Il a été produit entre 1914 et 1918, et il avait été présenté au concours de poids lourds de juillet 1914, donc en fait juste avant que ça commence. Et il avait bien plu au ministère de la Guerre qu'on avait commandé. Renault, à l'époque, en 1914, ils fabriquent d'autres camions, mais ils arrêtent leur production pour se concentrer uniquement sur l'EP. Et le modèle EP, c'est un 3500 cm3, il a 16 chevaux, et sa charge utile, donc le poids qu'il peut déplacer au maximum en théorie, c'est 2500 kg. Le châssis de ce camion, il sera utilisé pour fabriquer d'autres types de véhicules, comme l'autocanon de 47 mm et des véhicules plus axés médical avec des camions de radiologie ou les voitures bactériologiques de l'Institut Pasteur. Donc hyper important comme modèle. Plusieurs camions américains atterrissent sur notre continent, comme le Mack AC de Mack Trucks. Il était utilisé plus par les Anglais et les Américains, et ils vont lui donner le surnom de Bulldog, notamment à cause du radiateur qui était placé à l'avant du véhicule. Et c'est ce qu'a donné d'ailleurs le logo de la marque, comme ça il gardait vraiment cette image de marque. Le véhicule, il est tellement révolutionnaire qu'Edward Hewitt, l'ingénieur qui l'a créé, il va y apposer pas 1, pas 3, pas 8, mais bien 18 brevets. Je vais pas vous faire la blague des tuches, ce sera un peu long. Il a un moteur à essence à 4 cylindres pour 74 chevaux. Et la particularité, c'est qu'ils l'ont fait en 3 tailles, un avec une charge utile de 3 tonnes 6, un de 5 tonnes 6 et l'autre de 7 tonnes 6. Et pendant la guerre, les pneus, ils étaient pleins. Il y en a eu évidemment d'autres, mais cela était vraiment important. Et ma transition, elle est toute trouvée, parce que je voulais justement vous parler des pneus. Parce que, ça vous aura pas échappé, avec une augmentation du nombre de véhicules motorisés et de camions sur les routes et sur le front, il faut au moins 4 roues par véhicule et donc 4 pneus. Jusque-là, ça va. Avec cette demande accrue, la fabrication de pneus en caoutchouc naturel, elle est de plus en plus compliquée. On manque de matières premières avec les routes maritimes coupées, les hommes sur le front et les entreprises qui fabriquent d'autres objets plus utiles à la guerre. Ils les réparent en rajoutant une couche par-dessus plutôt que d'en refaire des neufs, ils les réparent même pendant que les soldats sont en pleine bataille, mais finalement, après la guerre, ils ont quand même pris 5 minutes pour se poser et ils ont mis au point les pneus en caoutchouc synthétiques. Donc la guerre, elle a vraiment eu un impact sur l'univers automobile et des camions, y compris sur les pneus. Après la guerre, il était dit à l'époque que le camion avait battu le chemin de fer. Comment l'expliquer? Les Américains, ils nous laissent des milliers de camions qui sont revendus à bas prix. En fait, ils en avaient produit beaucoup trop et le coût pour les rapatrier, c'était trop élevé. Ils vont être utilisés pour le transport de marchandises, notamment périssables. Et les camions, ils prennent le pas sur le train malgré la pénurie de caoutchouc pour les nouveaux pneumatiques. Ils vont rouler de jour comme de nuit et ils vont également servir au transport de personnes en étant réaffrétés en tant qu'omnibus. Pour conclure sur cette période dense historiquement mais également pour le monde du camion, vous l'avez compris, le camion, bien que peu accepté au début, il est vite devenu un indispensable. Les industriels d'abord dans de nombreux secteurs, l'alimentation, les mines, le BTP pour augmenter leur productivité, les concours qui encouragent les innovations, comme nous quand on veut une médaille finalement. Mais les camions sont coûteux, restent des engins de mort faciles, ils abîment les routes et ils vont faire perdre leur emploi aux conducteurs de voitures à cheval. Mais l'armée y voit un énorme potentiel et au final ce sont les soldats qui seront les premiers à les utiliser à très grande échelle. La France, elle réussit à rattraper l'Allemagne dans le développement de ce moyen de transport tant de marchandises que de personnes. Puis après, ils les ont utilisés sur le front et la guerre, elle a permis des avancées technologiques malgré le contexte, comme pour les pneus. Voilà pour cette période cruciale de l'histoire des camions. Comme pour le premier épisode, si ça vous a plu, likez, commentez la vidéo. On se retrouve rapidement pour la suite. Abonnez-vous pour ne pas rater le reste des vidéos. On se dit à très bientôt.